Alexandre, Salut Vianney. je suis très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc on va parler blockchain évidemment, les applications dans le monde bancaire, mais pas que. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc Alexandre Hgodzi, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis dans la crypto. J'ai commencé donc avec Bitcoin évidemment tout début 2013 et en fait je me suis tout de suite passionné par la technologie. Je me suis dit si tu veux, que c'était incroyable que quelqu'un ait réussi à inventer quelque chose comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai créé toute ma carrière autour donc de la blockchain et des crypto-monnaies. D'abord dans un grand groupe français où j'ai piloté donc, toute leur activité blockchain et aujourd'hui j'ai rejoint Chainalysis pour m'occuper de tout le secteur privé français. Super intéressant. Alors effectivement, moi, pourquoi ça m'intéressait de t'interviewer aujourd'hui? Parce que déjà par ton parcours, mais aussi par le fait que tu travailles chez Chainalysis. À mon sens, c'est un exemple parfait, si tu veux, de synergie entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et aujourd'hui, justement, donc, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les services que propose Chainalysis? Donc, Chainalysis, on est la plus grosse boîte de SaaS dans l'écosystème crypto. Ce que l'on propose, en fait, c'est tout un ensemble de produits pour nos clients afin qu'ils puissent comprendre le risque lié à ces actifs et à leur utilisation. Dans nos outils, ce que tu vas retrouver, en fait, ce sont une exposition par rapport à un certain niveau de risque. Donc ça peut être, si tu veux, le financement du terrorisme, ça peut être des échanges qui sont dans des juridictions à risque, ça peut être des ransomware, etc. Et nos outils, en fait, te permettent aux banques, du coup, de comprendre, en fait, leurs transactions et les acteurs avec lesquels ils interagissent. D'accord. Et aujourd'hui, tes clients, qui sont-ils? Aujourd'hui, nos clients, c'est majoritairement des forces de l'ordre, des gouvernements qui veulent mener des enquêtes, arrêter les mauvaises personnes, si tu veux, qui utilisent la crypto. Mais ça va aussi être des banques, ça va être des startups, des crypto-monnaies, tous les acteurs qui aujourd'hui veulent créer un service autour de ce qu'on appelle les virtual assets, en fait. Et bien, ces acteurs-là vont avoir besoin d'utiliser nos outils pour assurer en fait qu'ils respectent les règles du jeu. D'accord. Et alors, question qu'on doit te poser assez souvent, parce qu'en termes d'outils, effectivement, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour justement traquer les transactions frauduleuses? Qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi, en tant que banquier, pour vérifier justement des transactions qui pourraient être douteuses? Alors en tant que banquier, dans ton cas, si tu veux, vous avez des sujets de compliance. Vous avez la nécessité ou le besoin, si tu veux, pour pouvoir lancer un produit autour des crypto-monnaies, de prouver à vos équipes, prouver aux régulateurs, en fait, que vous avez mis en place des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc pour le coup, si tu veux, utiliser nos outils, c'est un moyen pour vous de montrer qu'en fait, vous allez empêcher des activités illicites sur vos plateformes. D'accord. Et même si j'utilise pas aujourd'hui, même si je suis dans une banque qui ne propose pas de service de custody, par exemple, en termes de cryptocurrency, ou qui ça concerne? Écoute, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques françaises ont une exposition vis-à-vis des crypto-monnaies. Tout simplement parce que leurs clients, aujourd'hui, veulent et ont envie de trader de la crypto. Du coup, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont s'inscrire sur une plateforme d'échange et ensuite, ils vont faire des virements. Ces virements, il y en a des milliers, dizaines de milliers par jour par tous les établissements bancaires français. Et donc, en réalité, toutes les banques envoient des fonds vers des plateformes crypto et reçoivent aussi des fonds des plateformes crypto. Sans nos outils, les banques ne sont pas capables de jauger le risque qui est derrière. Ce qu'elles vont voir, c'est juste, telle personne a interagi avec une plateforme d'échange. Ils vont pas voir, en fait, d'où proviennent les fonds initialement ou ce que ces fonds ont permis de faire. D'accord. Mais si on va jusqu'au bout du process, est-ce que tu es en mesure de me dire qui est à l'origine, par exemple, d'un virement au bout de la chaîne ou qui a reçu de l'argent et dans quelle mesure c'est de l'argent qui est potentiellement d'une origine frauduleuse? Oui, alors si tu veux, c'est notre objectif chez Chainalysis. Nous, on ne s'intéresse pas aux personnes physiques qui font du trading, on ne s'intéresse pas aux individus, même en tant que tels. Nous, ce qu'on va mapper dans nos outils, c'est vraiment les services. Les services, donc c'est les plateformes d'échange, c'est, si tu veux, des acteurs illicites, des marchés sur le darknet, ça va être parfois des entités qui font des ransomware. Donc, si tu veux, c'est tous ces types d'activités qu'on va flaguer et qu'on va identifier dans nos outils. Pour ça, en fait, on a tout un mécanisme qu'on appelle le clustering, qui nous permet de regrouper en fait toutes les adresses qui appartiennent à une entité. Donc effectivement, super intéressant. Donc l'idée de développer un clustering. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément comment ça fonctionne? Alors le clustering, si tu veux, c'est une notion qui est propre à la crypto, mais qui existait déjà auparavant. Et en fait, c'est l'idée de regrouper toutes les adresses qui appartiennent à une même entité sous un seul chapeau. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple d'une plateforme comme Coinbase, qui a des dizaines de millions d'adresses. Nous, chez Chainalysis, ce qu'on va faire, c'est on va dire
Là, on a 10 millions d'adresses, et ces 10 millions d'adresses-là, elles appartiennent à Coinbase, et Coinbase est un échange régulé. À partir de ce moment-là, des utilisateurs qui regarderaient notre plateforme et qui auraient fait des transactions avec Coinbase, ils vont voir qu'ils auront une exposition par rapport à Coinbase de X%. D'accord. Ok, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, comment tu fais pour identifier les acteurs qui ont utilisé justement Coinbase pour leurs transactions? Ouais, donc aujourd'hui, si tu veux, on a toute une panoplie donc, d'acteurs, que ce soit des acteurs régulés et des acteurs illicites, qu'on va identifier sur notre plateforme. Il y a à peu près 27 catégories d'acteurs. Ça va de l'échange, ça va des distributeurs automatiques de Bitcoin, jusqu'à des acteurs comme des ransomware, des entités terroristes, des plateformes sur le darknet, etc. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, via tout un ensemble d'algorithmes et via des équipes dédiées, aujourd'hui on a à peu près 140 analystes chez Chainalysis qui se chargent en fait de faire ce clustering et d'identifier ces acteurs. On en ajoute plusieurs centaines par mois à nos bases de données, et ça nous permet d'avoir toujours la meilleure donnée et de lister l'intégralité de ces acteurs. D'accord. Et comment vous obtenez justement ces données? Donc pour obtenir ces données, on a plusieurs moyens de faire. On a déjà toutes les données disponibles en ligne, que ce soit sur le darknet, sur le clearnet, ou quand tu vois, une entité terroriste va publier son adresse Bitcoin et dire tu vois, envoyez-moi des fonds. Nous, chez Chainalysis, on a un de nos algorithmes qui va scraper cette donnée, la récupérer, l'intégrer dans nos outils et elle va être vérifiée par des analystes chez nous. Il y a évidemment plein d'autres moyens de faire, si tu veux, mais ça, c'est un très bon exemple de la manière dont on va chercher ces données-là. Okay. Il y a également, donc, il faut savoir que sur la blockchain, tout est public. Donc aujourd'hui, la majorité de nos sources de données proviennent des explorers, proviennent des nœuds directement. Il faut savoir que chez Chainalysis, on opère des nœuds Bitcoin afin d'obtenir toutes les informations qui sont disponibles publiquement et on va les enrichir avec nos données. D'accord, ok. Et est-ce que vous faites un peu de compliance au-delà de ça? En fait, si tu veux, derrière, nous, l'objectif de nos outils, et nous, c'est de proposer une plateforme. On va proposer une plateforme de compliance qui va permettre, en fait, à chaque acteur de screener, de monitorer toutes ces transactions et d'en sortir, dans le cas où une activité illicite est détectée, une alerte. Nos clients peuvent donc se servir de cette alerte, enquêter dessus dans nos outils d'enquête et d'investigation pour être capables, en fait, de suivre la transaction, de suivre l'exposition par rapport au risque et remonter en fait à la source du financement. Très clair, ok. Et si par exemple tu connais les transactions, hein, c'est une réalité dans le monde bancaire actuel. Parfois, des transactions sont volontairement splittées pour éviter d'être détectées. Est-ce que toi, tu as moyen justement sur la blockchain de suivre une transaction qui aurait été splittée en une multitude de transactions? Alors, il y a plusieurs moyens d'essayer d'obfusquer un peu ces cryptos, mais aujourd'hui, il faut savoir que nos outils sont très en avance par rapport à ces typologies d'acteurs ou ces typologies de manipulation. Un des cas là que tu décris, ça s'appelle ce qu'on appelle une pill chain. Une pill chain, c'est quand un acteur fait plein de petites transactions à des adresses différentes et en fait va essayer de regrouper et envoyer ses fonds à une seule entité, mais via de nombreuses transactions qui se suivent. Dans ces cas-là, si tu veux, nos outils sont capables de tracer ces fonds. D'accord. Est-ce que, à ton sens, justement, il y a possibilité de contourner le système ou d'être invisible sur la blockchain aujourd'hui ou pas? Alors aujourd'hui, tu vois, il faut savoir que les acteurs illicites utilisent tout un ensemble de services et de moyens pour essayer d'anonymiser. On parle souvent des services de mixing. Un service de mixing, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va récupérer les fonds de plusieurs utilisateurs et qui va ensuite les dispatcher un peu au hasard en utilisant un algorithme entre les différentes personnes qui sont venues apporter des fonds. Pour ça, elles vont récupérer, ils vont pour elles-mêmes une partie des fonds, elles prennent une commission, si tu veux, dessus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un des seuls moyens qui existent qui permettent d'anonymiser des cryptos. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser donc à mon collègue Habib traiter la seconde partie de notre entretien. Merci Lionel.